Le ciel est un champ de bataille, où hommes et machines s'affrontent dans un combat à mort. Prédateurs ou proie, tout est question de secondes, et les pilotes doivent se fier à leur instinct pour survivre. Des premiers biplans aux chasseurs supersoniques, des mitrailleuses aux missiles, nous avons reconstitué les combats des plus grands as grâce à des animations infographiques de pointe. Alors installez-vous aux commandes pour découvrir toutes les tactiques et les stratégies des ailes de la guerre. Des chasseurs patrouillent en territoire hostile. À tout moment, des appareils ennemis peuvent attaquer. Les pilotes n'ont que quelques instants pour réagir. Une poignée de secondes qui fait la différence entre la vie et la mort. C'est comme un combat de gladiateurs. C'est un combat à mort, vicieux et violent. Un des deux appareils se transforme en boule de feu, il y a une grosse explosion et c'est fini. L'issue du combat détermine qui survit. Pour vivre, il faut gagner. Dans un sens, c'était un jeu, le plus dangereux au monde. La première fois qu'on prend les commandes et qu'on décolle, on est transformé. À tout jamais. Jet supersonique. Missiles à guidage laser. Commande assistée par ordinateur permettant aux pilotes de ne faire qu'un avec l'appareil. Voilà la technologie moderne du combat aérien. Mais les tactiques mises au point par les pionniers de l'aviation militaire restent toujours d'actualité. En 1914, lorsque la guerre éclate, les avions motorisés sont une invention qui date d'à peine 10 ans. Pour la première fois, les combats ont lieu à la fois sur terre, sur mer et dans les airs. Lents et fragiles, ces appareils de petite taille servent dans un premier temps à observer les mouvements de l'ennemi. Mais très vite, les pilotes commencent à échanger des tirs. Manfred von Richthofen, le célèbre baron rouge, a remporté ses 2 premières victoires en tirant avec un fusil. Ensuite, une mitrailleuse a été installée à l'arrière de l'avion. Le meilleur endroit pour installer une arme est cependant à l'avant, car le pilote peut alors pointer le nez de l'appareil sur sa cible. Mais la mitrailleuse n'étant pas synchronisée avec l'hélice, le tireur endommage son propre avion. À l'automne 1915, Anthony Fokker, un ingénieur néerlandais travaillant pour les Allemands, met au point une invention qui change la donne. Son mécanisme comportait un axe avec une came qui empêchait la mitrailleuse de tirer lorsque l'hélice passait devant. C'est un progrès capital. Les Allemands ont créé le premier avion de chasse. Et lorsque les Alliés trouvent l'épave d'un appareil ennemi avec le mécanisme de synchronisation intact, ils s'empressent de le copier. Le ciel devient un champ de bataille. Les débuts ont été assez folkloriques. Un pilote sur 4 ne survivait pas à l'entraînement. C'était très risqué. Les pilotes qui totalisent 5 victoires décrochent le titre d'as. Seul un pilote sur 20 devient un as, avec le chiffre magique de 5 victoires. Le combat aérien n'est encore régi par aucune règle, et les hommes doivent procéder par tâtonnement. Or, la moindre erreur signifie la mort. La durée de vie moyenne pour un nouveau pilote ne dépasse guère 3 semaines. C'étaient des hommes très courageux. Les appareils pouvaient se désintégrer ou prendre feu. Ils n'avaient ni frein, ni oxygène. Ils n'avaient pas de parachute. Et si l'appareil était abattu, ils n'avaient aucun moyen de s'en sortir. En septembre 1916, l'as allemand Oswald Bölke rédige le Dictat Bölke.
un texte regroupant les 8 règles fondamentales du combat aérien. Règle 1. Garder si possible le soleil derrière soi pour ne pas être vu. Règle 2. Ne jamais interrompre une attaque. Un avion en fuite fait une cible facile. Règle 3. Tirer seulement quand l'adversaire est à bonne portée pour ne pas gaspiller de munitions. Règle 4. Ne pas quitter l'adversaire des yeux et ne pas se laisser duper par des ruses. Règle 5. Attaquer l'adversaire par derrière pour le surprendre à 6 heures. Règle 6. En cas d'attaque, voler vers l'adversaire pour le forcer à se mettre sur la défensive. Règle 7. En cas de vol au-dessus des lignes ennemies, toujours conserver son itinéraire de repli. Règle 8. Attaquer en groupe, chaque appareil se concentrant sur un adversaire. Très vite, les pilotes des 2 camps adoptent ces règles. En 1917, l'Amérique entre à son tour en guerre. Son aviation ne disposant pas de chasseurs suffisamment perfectionnés, elle utilise un appareil français, le puissant SPAD 13. Parmi le contingent américain se trouve un célèbre pilote de course automobile, Eddie Rickenbacker. J'ai commencé la guerre en tant que chauffeur du général Pershing, avec le tout premier contingent américain. Impatient d'en découdre, Eddie Rickenbacker intègre l'école d'aviation. Certaines personnes sont des pilotes nés, et c'était le cas d'Eddie Rickenbacker. Le 29 avril 1918, Eddie Rickenbacker abat son premier appareil ennemi et en septembre, il devient l'as des as, le meilleur pilote américain avec un palmarès de 8 victoires. Il voulait absolument devenir l'as des as et il avait une grande confiance en lui. Mais ce titre prestigieux n'apporte pas que la gloire. Il apporte aussi souvent la mort. Le capitaine Rickenbacker écrit « Ce titre contient en lui les germes d'un destin tragique, car tous ceux qui l'ont reçu ont quitté ce monde. J'avais l'impression de porter sur les épaules le poids de cette superstition à chaque décollage, et je n'ai jamais pu oublier que les as ne vivaient pas très longtemps. » Le 24 septembre 1918, Eddie Rickenbacker prend le commandement de la célèbre 94e escadrille, qui finira la guerre avec un palmarès de 70 victoires, soit plus que tous les autres groupes de chasse américains. Le pilote promet à ses hommes de montrer l'exemple, et le lendemain, à l'aube, le 25 septembre, il décolle seul pour tenir son engagement. Maintenant, montez dans le cockpit avec Eddie Rickenbacker pour revivre grâce à des animations infographiques un combat légendaire. Au départ, le pilote américain est seul dans le ciel. Puis, il remarque 2 points noirs à l'horizon. Ces biplans LVG, des avions d'observation allemands, font des cibles tentantes. Mais ils ne sont pas seuls. Juste derrière eux, et 1000 pieds plus haut, se trouvent 5 Fokker D-7, de dangereux chasseurs. Le Fokker D-7 était certainement le meilleur appareil de la Première Guerre mondiale. Il avait un moteur puissant et il était très fiable. Le SPAD était un bon chasseur aussi. Très robuste et excellent pour les piquets. Le SPAD d'Eddie Rickenbacker est plus rapide que les Fokker allemands, mais moins maniable. Les 2 appareils ont un armement à peu près équivalent. À 1 contre 7, la plupart des pilotes choisiraient la fuite. Mais pas Eddie Rickenbacker. Il commence par grimper, suivant ainsi la première règle de Bulker. Il garde le soleil derrière lui. C'est très important pour ne pas être vu. Lorsque la formation ennemie passe devant lui, Eddie Rickenbacker coupe les gaz pour attaquer en silence. Cela lui permet également d'éliminer les vibrations du moteur. Des vibrations si violentes qu'elles empêchent parfois de viser correctement. Le pilote entame alors un piqué.
Il sait qu'il a une chance s'il attaque par l'arrière. Alors il commence par viser la queue du dernier Fokker. Rickenbacker applique la 5e règle d'Oswald Bölke. Il attaque par l'arrière. Le pilote allemand repère l'Américain, mais trop tard. Rickenbacker ouvre le feu avec ses 2 mitrailleuses Vickers de calibre 30. Surpris par cette attaque soudaine, les autres Fokkers se dispersent. À cet instant, ils ignorent encore à combien d'assaillants ils ont affaire et de quelle direction l'ennemi arrive. Les pilotes allemands vont mettre un certain temps à établir que leur adversaire est seul. Et obligé de communiquer par signe puisqu'il n'a pas de radio, leur chef perd encore du temps pour regrouper la formation. Rickenbacker comprend que les chasseurs ne le gênent plus, donc il peut maintenant attaquer les avions de reconnaissance. En se dispersant, les Fokkers ont laissé les 2 LVG sans protection. Ceux-ci repèrent Rickenbacker et prennent la fuite. Ils descendent en piqué. Les 2 avions se séparent. Les mitrailleurs arrière font feu, mais l'Américain est hors de portée. Afin de sortir de la ligne de tir, Rickenbacker descend en piqué sous les appareils allemands, puis il redresse pour faire feu sur leur ventre, un point vulnérable. Le LVG le plus proche vire pour permettre aux mitrailleurs de viser Rickenbacker. Et le second se glisse derrière l'Américain, crachant des rafales meurtrières dans sa direction. Pris dans les feux croisés, Rickenbacker se trouve en mauvaise posture. Derrière les lignes ennemies, Eddie Rickenbacker a attaqué seul une formation de 7 appareils allemands. L'as américain a descendu un Fokker, forçant l'escorte de chasseurs à se disperser. Cependant, les 2 avions d'observation qu'il attaque ensuite se révèlent lourdement armés. Quant aux 4 Fokkers restants, ils tentent encore de se regrouper. Les LVG font feu et des balles traceuses filent devant le cockpit de l'Américain. Le capitaine Rickenbacker doit manœuvrer son appareil de façon à se mettre à l'abri des tirs des LVG, ce qui est très difficile. Eddie Rickenbacker prend de l'altitude afin de se mettre hors de portée. Puis, il descend en piqué pour attaquer le LVG le plus proche. Le LVG emporte une mitrailleuse Parabellum de 7 mm 92, capable de tirer 700 coups à la minute, soit 200 de plus que le Spad ou le Fokker. Il a donc plus de chances d'atteindre sa cible. Ces biplaces étaient très dangereux, autant qu'un Fokker monoplace. Les tirs des LVG ont contré son attaque. Mais au mépris du danger, Eddie Rickenbacker répète la même tactique. Il passe sous le LVG pour sortir de la ligne de tir et préparer une nouvelle passe. Puis, l'Américain grimpe afin de viser le ventre de l'appareil ennemi. Mais le feu croisé des LVG l'oblige à piquer de nouveau pour tenter une autre attaque. Les pilotes allemands s'avèrent redoutables. Les Allemands étaient très habiles en combat rapproché, et nos pilotes n'en avaient pas conscience. La plupart de leurs pilotes avaient l'expérience du front russe. Et comme on peut s'y attendre de la part d'Allemands, ils avaient le sens du devoir au combat. Les pilotes allemands de la Première Guerre étaient excellents. Ce sont eux qui, les premiers, ont commencé à enseigner les tactiques de chasse. C'est sans doute pour ça qu'ils étaient si bons. De nouveau, le LVG glisse sur l'aile pour permettre au mitrailleur arrière de viser Rickenbacker. Encore une fois, l'Américain est forcé de grimper, avant de repiquer pour faire une nouvelle passe. Mais les Allemands utilisent la même défense, et Rickenbacker se trouve pris dans leur feu croisé. Inexplicablement, les LVG commettent alors une erreur fatale.
À la quatrième passe, Dieu sait pourquoi, les deux LVG se sont séparés et ils ont laissé un espace.